les défis que pose ChatGPT aux ressources humaines. Alors, vous savez, ChatGPT, c'est cette technologie d'intelligence artificielle qui se présente sous forme d'une interface de type chatbot, donc il y a un petit robot auquel on peut poser des questions et qui va répondre à nos questions. Et il y répond plutôt bien. Vous connaissez en fait le principe des chatbots depuis des années, j'imagine, et depuis des années comme moi, vous rongez votre frein parce que lorsque vous posez des questions à un chatbot, si jamais il arrive à comprendre la question, vous êtes plutôt satisfait, et s'il vous répond de façon très sommaire et très superficielle et pas trop à côté de la plaque à la réponse que vous avez posée, alors là vous êtes content parce que très souvent les chatbots ne fonctionnent pas, ils sont en boucle, ils ne vous écoutent pas. ChatGPT, c'est la première fois en fait où on voit une application de type chatbot, non seulement qui comprend bien notre question, qui fournit une réponse plutôt satisfaisante, pas exceptionnelle, pas très inspirée, mais correcte pour le coup, et pas meilleure, pas pire que celle que pourrait fournir un être humain normal, et surtout qui est un petit peu, entre guillemets, omnisciente, c'est-à-dire qui est capable de répondre à des questions sur la physique quantique, sur la réparation de machines à laver, sur le marketing digital, sur les grands conflits mondiaux, etc. Et c'est la première fois pour le coup qu'une technologie de ce type-là, sachant que cette technologie-là en fait n'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est la première fois en fait où dans son application en fait ça fonctionne. Et donc du coup on a tendance à réduire cette technologie qui s'appelle GPT, qui a été développée par une société qui s'appelle OpenAI, Artificial Intelligence en anglais, à son interface simplifiée, parce qu'en réalité derrière ChatGPT, la version entre guillemets grand public qui a beaucoup fait parler d'elle, il y a une technologie qui va avoir des conséquences assez importantes. Fondamentalement, cette technologie GPT, c'est un LLM, un Large Language Model, donc un modèle traitant des quantités de données linguistiques en fait assez importantes. Mais du coup, ce faisant en fait, grâce à cette technologie d'intelligence artificielle qu'on appelle le deep learning, et c'est une façon d'appliquer le deep learning très spécifique qui a été utilisée dans le cadre de GPT, on a en fait un être synthétique, entre guillemets, qui est capable de comprendre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, probablement des millions de concepts, et qui du coup n'est plus simplement un outil de recherche d'informations, mais carrément une base de connaissances et même une base de compétences. Pourquoi je parle de compétences? Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière. Alors, l'application qui existe depuis bien avant le lancement, autour de cette technologie qui s'appelle ChatGPT, depuis bien avant le lancement public fin 2002 de la version grand public qui s'appelle ChatGPT, la techno s'appelle GPT. Elle est déjà utilisée de mémoire peut-être depuis 2019, il me semble, par des gens qui veulent produire du contenu en fait en grande quantité, donc des gens qui font du référencement dans Google et qui ont envie de générer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de textes pour donner à manger à Google et améliorer ses positions. Ça peut être de gros sites d'e-commerce par exemple qui ont besoin de faire rédiger des fiches produits, des descriptifs de fiches produits pour qu'ils se positionnent dans les moteurs de recherche. Ça peut être des gens, des spécialistes de la publicité digitale qui veulent générer des textes commerciaux un petit peu attractifs, un petit peu punchy pour les envoyer dans Google Ads par exemple, ou dans Facebook Ads, hein, pourquoi pas. Et il y a pas mal de gens qui utilisent déjà cette techno-là. Et pour que cette technologie, qui dans sa version simplifiée, ChatGPT répond à peu près correctement, mais sans beaucoup d'inspiration et toujours un peu avec le même format, pour que cette technologie fournissent les textes exactement dont les rédacteurs, les gens qui produisent du contenu en masse sur internet, pour que les contenus qu'elles produisent correspondent exactement au format que ces personnes-là attendent. Des fois on a besoin d'un contenu long, des fois on a besoin juste d'un tweet. Il faut apprendre en fait à les maîtriser, à la dompter, et ça se fait à travers l'art du prompt. Le prompt, c'est la façon dont vous formulez votre demande, de façon 1 à ce que l'IA comprenne, et 2 à ce que vous ayez exactement le format de contenu que vous souhaitez. Alors vous avez déjà dû tester ça et vous voyez que globalement vous arrivez toujours à peu près à obtenir un texte qui va à peu près, qui répond à peu près à la question que vous vous êtes posée. Mais après, quand on veut aller plus dans le détail et quand on ne veut pas que ce soit du à peu près, mais un texte dont le style, dont le format, dont les articulations
du discours en fait correspondre à quelque chose que vous voulez pouvoir publier soit sur un réseau social, soit sur un site web, ou soit par exemple dans le cadre d'un livre blanc. Donc c'est un contenu qui est un peu plus conséquent que les petites réponses courtes de 2-3 paragraphes que vous fournit ChatGPT. Là du coup il y a une espèce d'ingénierie du prompt pour le coup, donc c'est une compétence à acquérir qu'il faut développer. Donc là vous voyez par exemple, moi je me suis attaqué à peu près une centaine de contenus différents dans le cadre d'une formation que j'ai tournée pour trouver les formules magiques, la bonne façon de requêter, d'interroger ChatGPT pour de la fiche produit, pour que sur un article, sur une tendance, un article qui compare deux sujets de technologie, de logiciels différents, ou par exemple un livre blanc, j'ai la formule magique pour que le texte corresponde à ce que j'ai demandé et puis soit du niveau de qualité que je demande. Ce qui ne m'abstreint pas pour le coup d'ensuite corriger, relire, enrichir avec mon inspiration d'humain les textes générés, mais ça me fait gagner énormément de temps. Et là vous voyez par exemple, j'ai enregistré un certain nombre de ces modèles de prompts, comme par exemple un qui me permet de générer le début d'un livre blanc, et là du coup je lui demande de me rédiger un livre blanc sur les Customer Data Platform, un outil qui est une espèce de super base de données qui permet d'analyser toutes les données qu'une entreprise a sur un client, et si je lui pose la question comme ça, il va me faire quelque chose de synthétique, et le problème c'est que moi j'ai besoin de ce premier prompt pour pouvoir structurer mon livre blanc. Donc du coup je lui ai indiqué carrément le plan et même le nombre de mots. Et comme c'est un livre blanc, dans un livre blanc il y a quand même un contenu qui est assez cadré, il ne faut pas trop laisser de liberté à ChatGPT, je lui ai indiqué exactement quel était le contenu de la partie 1, de la partie 2, sans connaître le sujet. Mais c'était, ça me permettait pour le coup de vraiment bien l'orienter. Et ensuite, alors ça n'est plus de la technique de prompt, mais c'est de la méthodologie, parce que parfois pour obtenir le contenu complet qu'on souhaite, il faut enchaîner plusieurs prompts, plusieurs séries de prompts dans un ordre spécifique. Sur base de ce qu'il va m'avoir donné, ensuite je vais lui demander, je vais lui poser d'autres questions, je vais lui envoyer d'autres prompts. Donc là il y a un premier défi, c'est d'apprendre à ceux qui produisent du contenu à maîtriser ces prompts. Et au début on pense que c'est facile, et après on s'aperçoit que si on veut du contenu vraiment sur mesure, c'est un peu plus spécifique. Petite anecdote, si jamais vous publiez sur votre site web du contenu qui a été produit par ChatGPT, il y a de fortes chances qu'il soit repéré par Google et que donc du coup ça joue contre votre référencement naturel. Sauf si vous avez le prompt qui permet de générer du texte qui ne peut pas être détecté par Google. Donc voilà, donc ça c'est une vraie compétence qu'il va falloir acquérir. Mais savez-vous que au-delà de cette interface qui est accessible à tout à chacun, il y a aussi une API, vous savez, un système qui permet à une machine qui se trouve dans votre entreprise, une application qui se trouve dans votre entreprise, d'aller requêter directement OpenAI. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple à ce qu'un site d'e-commerce aille demander d'un seul coup en une seconde, 1000 fiches produits. Alors le contenu ne va pas arriver en fait en une seconde, il va arriver peut-être en 10 minutes, mais au moins il n'y aura pas un humain qui perdra son temps à rentrer les 1000 prompts correspondant aux 1000 fiches produits. Donc c'est une autre compétence liée à GPT, c'est de maîtriser l'API. Et puis l'API, elle peut permettre de faire d'autres choses. Elle vous permet à vous aussi d'intégrer un chatbot aussi efficace que ChatGPT sur votre site et qui répondra uniquement aux questions qui sont en relation avec vos produits. Et pour cela, vous pourrez lui fournir des données complémentaires sur vos produits, vos services, vos conditions générales de vente pour qu'il s'entraîne, pour qu'il apprenne, parce qu'il apprend relativement vite et qu'il réponde de façon ultra contextuelle aux questions que poseront vos clients à votre entreprise spécifiquement. Cette API, elle permet aussi de développer des applications fondée sur ChatGPT. La technologie GPT, elle permet de faire de l'analyse, du traitement un petit peu dans tous les sens sur des textes. Et en particulier, par exemple, ce qu'elle permet, c'est de faire de l'analyse de sentiments. Tiens, est-ce que ce texte-là, cet avis client-là, est plutôt positif, plutôt négatif? On peut imaginer que vous utilisiez cette vous louiez la technologie GPT en utilisant l'API d'OpenAI pour pouvoir vous créer un service, donc un service en ligne payant que vous proposeriez aux entreprises et qui serait spécialisé dans une seule chose, c'est l'analyse de sentiments. Écoute, nous on te propose d'analyser tous les mois 1000 avis clients pour te dire si ça va plutôt dans le bon sens, plutôt dans le mauvais sens. Donc l'API, c'est quelque chose qui est lié à GPT, mais du coup qui suppose de la maîtrise du code. Alors ce n'est pas très difficile, hein, vous voyez, ça c'est la façon dont on envoie une demande pour générer en fait un texte ou pour faire analyser en fait
un avis client pour savoir s'il est positif ou négatif, et donc du coup il y a une petite compétence technique pour le coup à acquérir en la matière, mais du coup qui peut déboucher sur de grosses applications qui vont bien au-delà de la génération de texte. ChatGPT, je pense que je vais en faire un tuteur virtuel pour mon fils qui a 5 ans, Corentin qui a 5 ans, qui est ultra curieux, qui apprend plus vite que ses frères et sœurs aînés, et qui en est déjà à apprendre comment on construit une maison en interrogeant YouTube. Alors il est en dernière section de maternelle, mais il connaît déjà tout un tas de mots, et surtout, s'il ne connaît pas les mots, en fait, il sait traduire en phonétique en fait ce qu'il a dans la tête. Donc du coup, il est capable de taper dans YouTube, vidéo, construction, maison. Alors avec des fautes d'orthographe, mais maintenant, avec les systèmes de deep learning de YouTube, en fait, il effectue la correction orthographique et lui donne ce qu'il veut, sous forme de vidéo. Dans pas longtemps, je pense qu'avant la fin de sa grande section de maternelle, il saura lire des phrases pour le coup simples, il saura poser des questions simples, et donc du coup je vais lui apprendre à se servir de ChatGPT comme d'une encyclopédie ou d'une encyclopédie vivante, mieux que Wikipédia qui est un peu compliqué. Et il posera ses questions à ChatGPT, qui lui donneront les réponses sur les questions qu'il se pose. Alors il faut que je borde, il faut que je le forme, il faut que je développe une véritable petite méthode pédagogique, mais du coup il y a un vrai sujet pour le coup derrière. Et au-delà de ça, par exemple, vous voyez, ChatGPT, je vais l'intégrer, on est en train de faire ça là en ce moment même, comme assistant pédagogique sur ma plateforme de formation qui forme au marketing digital et à l'intelligence artificielle, mais où les gens doivent se débrouiller tout seuls, ou alors lorsqu'ils ont une question, ils me la posent et moi j'y réponds en asynchrone. Je n'y réponds pas en temps réel parce que je ne suis pas forcément là au moment où les gens se connectent. Et on va intégrer un niveau de support intermédiaire à travers ChatGPT auquel ils pourront poser des questions directement sur des choses pas trop compliquées. Après, sur des choses contextuelles, un petit peu fines, sur des concepts peut-être un peu compliqués que les participants à mes formations ne comprennent pas, là pour le coup il faudra que je récupère les données. Mais du coup c'est un outil d'acquisition aussi de compétences, de connaissances en tout cas. Et in fine, moi qui ai pas mal travaillé sur l'intelligence artificielle, son impact, les différents niveaux d'intelligence artificielle et leur contribution à la bonne marche des entreprises, est-ce que l'intelligence artificielle est en concurrence avec nous, est-ce qu'elle va nous remplacer ou est-ce qu'au contraire elle va nous augmenter, elle va permettre de relancer la productivité? Alors moi j'ai mes réponses qui sont plutôt positives, même si il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. Je pense qu'aujourd'hui, Chatbot, c'est un outil qui est à la limite de nous permettre de travailler en symbiose avec lui. Alors je vous donne un exemple très concret pour vous permettre de toucher cela du doigt. Il faudrait faire pas mal de développement. Là, vous voyez, ce que vous pouvez demander à ce qu'un manager, par exemple, ou un apprenti manager peut demander à ChatGPT, c'est « Dis-moi comment dire à un collaborateur qui développe des programmes, qu'il fait trop d'erreurs dans ses programmes, mais sans le heurter. » Donc explique-moi comment je peux faire passer des messages pas forcément faciles. Et il me répond, pas forcément de façon inspirée, avec une réponse qui est très consensuelle, mais du coup il va pouvoir m'aider. Donc du coup ça peut être même un assistant qui nous aide à gérer des situations et pas simplement un outil qui nous balance, soit qui génère des textes d'un côté, soit qui répond à des questions avec des informations factuelles. Et donc on n'est pas tellement loin là des assistants vraiment intelligents qui vont nous aider dans notre travail. D'ailleurs, à propos d'aider dans des tâches autres que la génération de texte, il y a énormément de jeunes qui utilisent ChatGPT. Pourquoi? Pour coder à leur place. J'ai échangé avec un étudiant de l'EPITA il y a une quinzaine de jours, donc une école d'ingénieurs qui forme, et qui dit que avant, eux, ce qu'on leur a appris, c'est quand ils codaient, il fallait qu'ils formalisent, traduisent les spécifications de l'application qu'on leur demandait de développer en langage technique, en architecture de base de données. Il fallait qu'ils pensent à toutes les pièces qu'ils allaient devoir assembler. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Avant de commencer à coder, pour ne pas réinventer la roue, ils vont chercher s'il y a des bibliothèques, des fonctions qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc, un codeur intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre en fait des briques qui existent déjà et puis il les adapte pour ses besoins. Là, on peut aller même encore plus vite maintenant, et ça, ce sont des étudiants qui ont 22, 23, 24 ans, qui font ça déjà et qui sont super à l'aise parce qu'ils apprennent à coder avec ça.
ils posent leurs questions en langage naturel à ChatGPT qui va leur donner leur code, un code sur mesure. C'est mieux que les bibliothèques dont on doit adapter le code. Là, le code, il est déjà quasiment adapté. Et du coup, vous, par exemple, qui ne codez pas, vous pourriez demander à ChatGPT de vous donner le code HTML, le code PHP, le code pour une base de données, pour, par exemple, installer un formulaire sur votre site web. Alors, un petit site web, pas le site web d'une grande entreprise, hein, évidemment, mais vous pourriez le faire. Et donc, du coup, ça vous renverrait le code, vous ne comprendriez pas ce qui est à l'intérieur, mais normalement, ça fonctionnerait. Alors, normalement, parce qu'en réalité, c'est comme pour la partie rédaction de ChatGPT, ceux qui utilisent le mieux ChatGPT, ce sont les rédacteurs précisément, pas ceux qui ne savent pas écrire. Parce que du coup, il faut corriger, valider, etc. Bon, pour le code, pour l'instant, c'est un petit peu ça. Mais c'est un outil qui va complètement révolutionner le travail des développeurs. Et j'avais un administrateur réseau qui bosse depuis 20 ans dans le domaine et qui me disait, dans 3 ou 4 ans, mes développeurs, mes codeurs, eux, ils passeront 20% de leur temps à coder, alors qu'aujourd'hui c'est 80%, et le reste, parce que tout ce qu'ils consomment du temps aujourd'hui, c'est-à-dire de coder, si possible sans faire d'erreur, parce que vous insérez une virgule au mauvais endroit, ça ne marche plus, votre programme, ça, ils vont le déporter chez ChatGPT ou des technologies similaires, pour pouvoir gagner du temps et se concentrer sur autre chose. Et eux, lui, ce qu'ils voient, c'est que les développeurs d'aujourd'hui, ce seront des architectes techniques demain qui piloteront des machines comme ChatGPT, qui leur pondront le code pas très intelligent, mais normalement aujourd'hui qui suppose beaucoup de connaissances techniques, et puis eux se concentreront sur d'autres choses. Et là, du coup, j'en viens à un modèle que j'ai développé lorsque j'ai essayé de définir des stratégies d'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Alors ça, c'était un modèle un peu théorique il y a 5-6 ans, lorsque je l'ai mis au point. Maintenant, on touche du doigt, parce qu'on va devoir l'éprouver. En intelligence artificielle, moi, je distingue 3 niveaux, on va dire, de valeur ajoutée. 3 types de valeurs ajoutées que les logiciels d'intelligence artificielle, on ne sait jamais où ça commence, où ça se termine, si c'est vraiment intelligent ou si c'est un peu intelligent. Je distingue 3 niveaux. Les automates. Donc par exemple, sur la partie rédaction de texte, pour moi, c'est un truc qui est un peu bête. On brief, et puis c'est comme si on avait un exécutant qui crache du texte. C'est comme si j'envoyais mon brief de contenu à Madagascar. Et puis il y a quelqu'un qui sait rédiger du contenu, c'est une compétence, c'est une forme d'intelligence. Et puis ça n'est pas donné à tout le monde de savoir rédiger du contenu, mais entre guillemets, c'est un peu le niveau 0. Je te file une tâche, je te donne une tâche, et puis tu l'exécutes. Et si possible, et puis je sais que je devrais relire un petit peu ce qu'il y a derrière, pour vérifier que tu as bien fait ton boulot. Avec ChatGPT, c'est un peu ça aujourd'hui. Mais ChatGPT, ça, c'est en train de devenir aussi, moi, ce que j'appelle un assistant intelligent. Alors qui peut fonctionner de façon indépendante, hein, c'est la simulation que j'ai faite tout à l'heure lorsque je me mettais à la place d'un manager qui devait essayer de gérer un problème de ressources humaines avec son développeur qui faisait des erreurs. Là, on est en mode plutôt assistance. Là, on aide la personne à résoudre un problème. Alors que sur les automates, là, on est sur des choses entre guillemets assez simples. Et on peut imaginer que ChatGPT fonctionne de façon indépendante, autonome, ou alors en collaboration avec d'autres agents. D'autres agents qui auraient pour une autre mission que celle de faire du conseil comme ce que j'ai demandé là, qui ferait pour le coup autre chose, et ils pourraient se connecter entre eux. Donc une fois, je ne sais pas, que ChatGPT aurait donné en fait un plan d'action, on pourrait imaginer qu'il se connecte à des agents acteurs, entre guillemets, qui exécuteraient le plan d'action. Alors sur validation, évidemment, du manager. Et plus ce type d'agents intelligents, d'assistants intelligents vont se développer dans les entreprises, plus on va voir se développer un espèce de super cerveau intelligent. Et là, moi, je parle d'architecture à base d'agents intelligents, donc qui pourront remplacer, compléter, augmenter ce que font les différents collaborateurs de l'entreprise. Et pour l'instant, ChatGPT, hop, il est là, mais il est en train de passer, et je pense que ça va passer, on va voir se multiplier les applications qui tirent parti de cette technologie-là et qui la poussent dans ses extrêmes dans les mois qui viennent. ChatGPT, donc du coup, c'est l'outil, c'est le premier outil, et ça n'est pas le seul, hein, il va y en avoir d'autres qui vont suivre, mais qui permet de tenir les promesses que l'IA, en fait, est censé tenir depuis, sinon 10 ans, peut-être 50 ans, parce que vous savez que depuis la fin des années 50, je crois, je pense, on prédit que dans 10 ans, il y aura la technologie d'intelligence artificielle
aura déjà atteint le niveau d'intelligence en fait des hommes, ou un niveau d'intelligence comparable. La première fois que cette prédiction-là a été réalisée, c'était en 58, lors des universités, les premières universités de l'intelligence artificielle, je crois, à Dartmouth, je crois aux États-Unis. Peut-être que je me trompe sur le nom de la ville. Mais en revanche, l'IA devait devenir plus intelligente que nous, enfin aussi intelligente que nous, maximum sous 10 ans. Bon bah là on voit qu'on est un peu plus tard, mais c'est en train d'arriver. Et c'est en train de concrétiser donc du coup les grandes promesses de l'IA, automatiser, analyser, augmenter les compétences. Et Chatbot, c'est la première brique qui est sur le point pour le coup de le faire. Il y a plein d'autres applications d'intelligence artificielle qui nous permettent de gagner un peu de temps sur le scoring par exemple des candidatures en ressources humaines, qui nous permettent de savoir si les avis clients sont plus ou moins positifs, mais à chaque fois ce sont des petits bouts d'IA qui sont à droite à gauche et qui ne fonctionnent pas toujours de façon super performante. Là, on passe un cran au-dessus. Et donc du coup, bah, nous qui sommes dans les RH, alors moi, petit RH, hein, je suis dirigeant d'une petite entreprise, mais vous êtes encore davantage concernés, il va falloir penser potentiellement à organiser la collaboration entre les humains et les agents intelligents, les applications d'intelligence artificielle, à la fois apprendre aux humains qui veulent bien, pour le coup, à se former, à ceux qui en ont un peu peur, qu'il va falloir un petit peu rassurer. Il va falloir du coup, au bout d'un moment, on verra que ce ne sont plus simplement des petites béquilles, mais que ces applications d'intelligence artificielle, mais que c'est susceptible de remettre en cause les process tels qu'ils existent pour le coup aujourd'hui. Et puis, le cousin de tout cela, le corollaire de tout ça, ça va être qu'il va falloir rebosser sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en identifiant déjà, peut-être en commençant par identifier les profils d'apprenants. Moi qui forme des gens, alors je ne suis pas que ça, moi je suis consultant, je suis chercheur, mais j'aime bien former. Et ce que je vois bien, c'est que j'ai X profils d'apprenants, entre guillemets, de participants à mes formations, et que j'ai classés dans 4 grandes catégories. Ceux que j'appelle les digitaux auto-apprenants. Eux, ils sont super autonomes, ils sont super motivés par le fait d'apprendre. Alors j'ai découvert une nouvelle expression il n'y a pas longtemps, c'est le LQ. Il y a le IQ, le quotient intellectuel, le EQ, le quotient émotionnel, et puis maintenant il y a le LQ, le Learning Quotient, la capacité en fait, et puis qui est liée à la volonté d'apprendre. Est-ce que toi tu es capable d'évoluer et de t'adapter rapidement à ton environnement, pour le coup ou pas? Eux, ils ont 110 de LQ. Et eux, ce qu'il faut faire, eux, ils vont se réapproprier les outils d'IA. Ce qu'il faut, c'est peut-être leur donner un peu plus de moyens, les encourager, les féliciter, les prendre comme rôle modèle. En gros, on ne leur met pas de bâton dans les roues et ils vont aller pour le coup relativement vite. Pas énormément d'enjeux à ce niveau. Ensuite, on a les suiveurs. Eux, pas de problème pour changer si tant est qu'on me donne la voie. Donc du coup, tu me donnes le programme, tu me donnes les objectifs, tu me donnes les budgets et les outils, et pour le coup, je m'en tirerai. Ensuite, on a une troisième troisième catégorie de profils qui sont ceux que j'appelle les réfractaires. Des gens à qui il ne faut pas trop imposer du changement qui vient de l'extérieur parce qu'ils ont tendance pour le coup à se bloquer et puis qui n'aiment pas tant que cela apprendre. Donc ces gens-là, il va falloir savoir en fait quels sont les objectifs qu'on va leur fixer. Ils seront forcément moins importants que ceux qu'on leur fixe aux suiveurs, alors, évidemment encore moins importants que ceux que l'on a fixés aux digitaux auto-apprenants. Eux, il va falloir pour le coup être plus humble et voir du coup quelles seront la place, dans quelle mesure on parviendra à les faire collaborer. Et puis enfin, moi, il y a pire que ça, il y a ceux que j'appelle les perdus pour l'IA. Il y a des gens qui ont loupé le virage de l'informatique à la fin des années 90, pour le coup, qui se sont trouvés en dehors du marché du travail. Moi, j'aimerais bien que les gens qui loupent, qui ne sont pas capables de prendre le virage de l'IA, parce que c'est compliqué, parce que c'est une autre logique de fonctionnement que de collaborer avec tous ces outils-là qui se renouvellent rapidement, qui sont un petit peu difficiles à prendre en main. Et il va falloir pour le coup penser à recycler entre guillemets ces gens-là, peut-être à les changer de place dans l'organisation pour qu'ils ne soient pas éjectés du marché du travail et du coup que ça se passe bien et qu'on ait une intégration, une diffusion de l'IA qui se fasse de façon harmonieuse sans complètement casser la société. Alors moi, il y a pas mal de gens qui prédisent le pire et d'autres qui prédisent le meilleur en fait de l'IA. Moi je pense que ce sera entre les deux et que c'est à nous de choisir la direction que l'on souhaite que
doivent prendre les choses. Et là, pour les perdus de l'IA, pour le coup, il faudra penser pour le coup à ce que l'on en fait, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de collaborer avec les algos d'intelligence artificielle comme moi qu'on ne sert à rien. Voilà. Donc, à court terme, pour en revenir à des choses plus concrètes, il y a des métiers qui vont être impactés assez rapidement, qu'il va falloir former. Les rédacteurs, les développeurs, les administrateurs réseau, ça je vous ai donné des exemples concrets, les chefs de projets digitaux, forcément, les marketeurs, alors les marketeurs qui s'occupent du marketing direct, du storytelling, du brand content, etc. Donc quasiment tout le monde du marketing va être impacté, les communicants, les financiers. Et enfin, puisque les ChatGPT commencent à être utilisés par les comptables pour analyser les comptes. Rendez-vous compte, sans faire de mauvais jeu de mots. Et puis enfin les formateurs, puisque je vous disais que moi j'étais en train de développer une méthode pour transformer ChatGPT en tuteur virtuel de mon fils de 5 ans. Et évidemment, pour le coup, on peut imaginer qu'on intègre ChatGPT comme dans les cycles, dans le cadre de l'ingénierie pédagogique. À vous qui êtes dans les RH et qui vous occupez forcément de formation, ça doit vous parler, ça doit vous titiller. Si vous voulez qu'on en discute, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez vu que je suis passionné, que j'ai une vision de la façon dont les choses peuvent se dérouler. Ce sera un plaisir.